suis absolument ravie de vous accueillir pour cette deuxième édition de Cap Créa. On est dans la magie du mix entre le présentiel et le digital, d'autant plus magique que quand le présentiel est un peu perdu au milieu des docks de Paris, c'est parfois un peu compliqué de le rejoindre. Donc bravo à vous d'être là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là l'année dernière, un peu pris dans mon élan, je vous avais donné rendez-vous à la 3e édition de Cap. Voilà. Alors là, Madonna marche bien. L'un ou l'autre? Je garde ça. Très bien. Donc, je vous avais donné rendez-vous à la 3e édition. J'étais un tout petit peu, comment dire, emballée. Et en fait, je ne vous ai pas complètement menti parce que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de profiter de cette deuxième édition de Cap Créa pour fêter le 3e anniversaire de BPI France Création. Alors, que de chemin parcouru. Ces 3 ans, on pourrait les décompter en nombre d'euros versés, en nombre de porteurs de projets sensibilisés, en nombre de créateurs accompagnés. On pourrait même les compter en nombre de périodes confinées ou en nombre de teams organisés. Je vous propose, parce que ça me semble quand même beaucoup plus riche, de se les raconter et non de se les décompter, et de se les raconter autour des fiertés individuelles et collectives que l'on a partagées au cours de ces 3 ans. Pour ma part, j'aurais voulu partager avec vous 3 fiertés. Vous aurez compris que 3, c'est un peu mon chiffre fétiche, et je ne vous dis pas ça parce que j'ai 3 fils, mais on va dire que c'est le chiffre de la journée. Donc, mais avant de commencer avec ces 3 fiertés, je voudrais partager avec vous, en avant-première, quelques enseignements de l'indice entrepreneuriat français 2021 qui va sortir cette semaine et qui ressort quelques éléments que je trouve intéressants de pouvoir partager avec vous. Comme vous le savez, cet indice entrepreneurial, on le réalise maintenant depuis 2016 tous les 2 ans. Et il nous permet, en interrogeant 5000 Français et Françaises, d'identifier la dynamique entrepreneuriale sur le territoire. Et ce qu'on constate cette année, comme les années précédentes, c'est que 30% des Français, et je dis bien 30% des Français, un Français sur 3, s'inscrit dans une dynamique entrepreneuriale, soit parce qu'il est chef d'entreprise, soit parce qu'il est porteur de projet ou créateur, soit parce qu'il envisage, et c'est ce qu'on appelle les intentionnistes, un jour de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Un Français sur 3. Ça vous dit, en tout cas nous on le voit comme ça, la hauteur de l'enjeu, la hauteur du défi auquel on est ensemble confrontés si on veut faire en sorte que ces porteurs de projets potentiels, ces entrepreneurs existants ou à venir réussissent le projet dont ils rêvent ou qu'ils souhaitent porter. Cet indice entrepreneurial français dit 2 autres choses. Enfin, il dit plein d'autres choses, mais il dit 2 autres choses que je voudrais aussi partager, qui sont à la fois toujours un peu désespérantes, mais en même temps, pour la première fois, encourageantes. La première, c'est que les femmes restent moins nombreuses dans cette dynamique entrepreneuriale que les hommes. Elles sont 26% à rentrer dans cette dynamique entrepreneuriale. Ce qui est encourageant, c'est qu'elle n'était que 23% en 2018. On va dire qu'on part dans le bon sens. Et ce qui est encore plus encourageant, c'est que quand on regarde cet indice entrepreneurial dans les quartiers, là, pour le coup, il y a une vraie évolution. Et là où, dans les quartiers, on avait 14% d'entrepreneurs, on a en 2018, on a en 2021 20% de personnes qui se déclarent dans une démarche entrepreneuriale. Et ça, j'ai envie de considérer que c'est presque une première fierté, celle de constater que les actions volontaristes que l'on mène et que vous menez avec nous en faveur de ces publics les plus éloignés sont en train de porter leurs fruits et qu'on a encore plein de choses à faire ensemble. Vous trouverez dans l'indice entrepreneurial encore
plein d'éléments complémentaires. On va le lancer, donc on va le présenter cette semaine. Mais déjà, je voulais partager avec vous ces premiers éléments parce que je trouve qu'ils mettent bien en perspective ce qu'on a à faire et ce que l'on fait au quotidien avec vous. Alors, venons-en maintenant aux fiertés. Ma première fierté, c'est bpifrancecreation.fr, le premier bébé qu'on a mis au monde quand on a lancé BPI France Création. C'est, comme vous le savez, un site à disposition des porteurs de projets, à disposition de tous les créateurs, mais aussi à disposition de l'ensemble de l'écosystème du soutien à l'entrepreneuriat que vous représentez aujourd'hui. Il vise à former, à informer, à accompagner, mais surtout à orienter les porteurs de projets et les créateurs vers vous. Et ça, pour nous, c'est un des éléments absolument indispensables à la réussite de notre action. Cet outil fédérateur a vu sa fréquentation exploser au moment du Covid. On a en 2021 6,5 millions de visites sur le site. On a plus de 12,5 millions de pages vues. C'est la porte d'entrée vers les webinaires, les dossiers projecteurs et surtout vers chacun des réseaux que vous représentez aujourd'hui et qui sont indispensables à la réussite des projets entrepreneuriaux qui sont portés par les créateurs. Ma deuxième fierté, alors Olivier, je te l'avais promis, petit clin d'œil à Ruth, puisque Ruth, elle s'appelle chez Réseau Entreprendre, la cigogne. Cette cigogne, elle nous a apporté dans sa besace depuis 2023 prêt d'honneur, le prêt d'honneur solidaire, le prêt d'honneur création reprise et le prêt d'honneur renfort qu'on a mis en place avec vous. Ces naissances nous ont beaucoup occupés, je sais qu'elles vous ont aussi beaucoup occupés, et donc je souhaiterais revenir un tout petit peu sur ces beaux prêts d'honneur, parce qu'il me semble important de repartager avec vous quelques convictions très fortes. Le premier, ou la première plus exactement, c'est que ces prêts d'honneur n'ont pas vocation à se substituer à l'action des réseaux d'accompagnement et de financement que vous représentez. Au contraire, ils ont vocation à la soutenir. Ils permettent de renforcer les moyens disponibles et mis à disposition de la création d'entreprises en France. Ils sont totalement complémentaires des prêts d'honneur qui sont mis en place par les réseaux qui déploient ces prêts d'honneur avec leurs propres ressources, souvent apportées par des cofinanceurs publics ou privés. Ils sont complémentaires du microcrédit, ils sont complémentaires des prêts bancaires, très souvent garantis, par notamment France Active ou par nous, en lien et grâce à la mobilisation des pouvoirs publics pour permettre ces garanties. J'en profite pour saluer et pour remercier Thibaut Guilhuy pour l'action très forte du ministère de l'Emploi dans ce domaine. Il est essentiel pour nous que les réseaux restent au cœur de ces dispositifs. C'est un engagement qu'on a pris. C'est un engagement que l'on tiendra parce que c'est un gage d'efficacité et de simplicité pour les porteurs de projets. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel on tient énormément. Je sais, et vous savez tous, que le lancement de ces prêts d'honneur a parfois été difficile. Je sais et on sait combien, tous ensemble, vous vous êtes mobilisés comme nous pour la réussite de ce changement. Et je tiens ici très sincèrement à vous remercier pour cette mobilisation, parce que c'est cette mobilisation qui fera, in fine, que plus de moyens seront mobilisables pour la création d'entreprises et pour les créateurs d'entreprises. Et on sait tous qu'un projet bien financé, c'est un projet qui a plus de chances de pérennité, c'est un projet qui génère plus de valeur ajoutée et c'est un projet qui génère plus de création d'emplois. Donc c'est un engagement absolument indispensable dans la dynamique entrepreneuriale dans laquelle on se trouve. Ma troisième fierté, et je pense comme vous tous, c'est les entrepreneurs et en l'occurrence, ce sont les entrepreneuses que vous voyez sur cet écran. L'histoire que je vais vous raconter est tellement belle que je suis sûre que vous allez croire qu'elle a été inventée et je vous assure que je l'ai vécue. En 2018, en mai 2018, nous avons été accueillis avec Nicolas Dufourcq par Entreprendre dans la ville, à Vèze, qui nous a présenté la promotion d'Accélérer qui était accompagnée par Entreprendre dans la ville, par Sport dans la ville, dans le cadre du programme Entreprendre dans la ville qu'ils ont créé il y a plusieurs années. Dans cette promotion se trouvait la jeune femme de gauche, cette jeune femme qui était présente avec sa petite fille et créatrice
diplômée, créatrice d'entreprise, et elle a créé son entreprise d'une part parce qu'elle ne trouvait pas d'emploi, et d'autre part parce qu'elle cherchait partout des livres en français et en arabe pour partager avec sa fille cette double culture auquel elle est très attachée. Elle ne les trouvait pas, elle a décidé de créer son entreprise pour elle-même produire ces livres bilingues pour les enfants. Elle a, d'une certaine manière, son témoignage a contribué à favoriser, à faciliter pour nous la mise en place du programme Entrepreneuriat pour tous, dont on va reparler durant cette matinée. Et elle a contribué à nous décider à lancer, avec le soutien des pouvoirs publics, et une fois encore Thibault, merci parce que c'est des financements qui nous sont apportés par le ministère de l'Emploi, des accélérateurs qui vont permettre d'ici 2023 d'accélérer 2500 entrepreneurs et entrepreneuses partout sur le territoire. Il se trouve que il y a 3 ans après, il y a 3 semaines maintenant, moins de 3 semaines à Marseille, lors de la tournée Entrepreneuriat pour tous, j'ai croisé la jeune femme de droite qui était elle-même présente avec ses 2 enfants sur la tournée pour venir à la rencontre des réseaux d'accompagnement qui, une fois encore, avaient tous répondu présents lors de cette tournée et pour s'informer sur comment créer, quelles aides, quels soutiens elle pouvait obtenir. En discutant avec cette jeune femme, elle m'a expliqué que ce qu'elle souhaitait faire, c'était se lancer dans une entreprise d'activités culturelles en faveur des enfants. Et tout de suite, ça m'a fait tilt dans ma petite tête, 2-3 neurones se sont connectés, et je me suis dit, mais il faut qu'elle aille voir Entrepreneurs dans la ville. Je l'ai envoyée vers Entrepreneurs dans la ville qui était présent à Marseille, notamment grâce aux moyens qu'on a pu mettre en œuvre pour pouvoir permettre le développement du programme Entrepreneurs dans la ville, y compris à Marseille. Elle est allée les voir. Les connexions se sont faites. Elle va candidater à la prochaine promotion qui sera en mars. Elle était ravie et visiblement le représentant d'Entrepreneurs dans la ville à Marseille aussi. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est de petits événements comme ça qui nous donnent une fierté absolue pour l'activité qu'on mène avec vous à vos côtés depuis 3 ans. Je sais combien ces fiertés vous doivent. Je vous remercie très chaleureusement, très sincèrement, très amicalement, pour le plaisir que vous nous avez permis d'obtenir depuis 3 ans à vos côtés et aux côtés des créateurs. Et du coup, pour cette fierté et pour ce plaisir, je vous demande de vous applaudir. Alors, ce n'est qu'un début. L'année dernière, à l'issue de Cap Créa, vous nous avez suggéré de décliner tout au long de l'année dans des événements locaux qui devaient vous permettre de vous rencontrer. Cette dynamique de Cap Créa et d'animer localement les écosystèmes qui sont chacun des écosystèmes territoriaux dans lesquels vous vivez. Vous en avez rêvé. Avec vous, les responsables création entrepreneuriat de BPI-France l'ont fait. Je vous propose maintenant de revenir sur 1 an de co-créa partout sur le territoire. Merci à tous. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis Raphaëlle Duchemin, je suis journaliste indépendante, mais je suis aussi créatrice d'entreprise désormais. Alors c'est vrai que si nous sommes réunis tous ici, c'est tout simplement parce qu'il faut faire en sorte que la création d'entreprises continue à foisonner dans nos territoires. Pour créer des entreprises, il faut bien sûr des entrepreneurs, des acteurs qui imaginent les projets, mais il faut aussi des structures pour les guider et pour les accompagner. Avoir une idée, c'est vrai qu'en France, nous n'en manquons pas, c'est un bon début, mais c'est vrai aussi que ça ne suffit pas. Il faut ensuite savoir à quelle porte aller taper pour la développer et aussi pour la faire grandir. C'est parfois ce qui manque et ce qui pénalise aussi les créateurs d'entreprises. Sans cet accompagnement dont Marie-Adeline Pex vient de parler, c'est vrai que la vie d'un jeune entrepreneur peut très vite se révéler un parcours du combattant, voire se transformer en véritable chemin de croix. C'est donc pour aider ces graines d'entrepreneurs à éclore et empêcher aussi que des projets bien souvent prometteurs ne tournent court que Co-Créa a été imaginé. L'idée est pleine de bon sens,
quelle est-elle? Tout simplement, vous fédérer tous les acteurs en présence pour servir au plus près les besoins des entrepreneurs, parce qu'à plusieurs, il faut bien le dire, on est toujours plus fort. Alors, qu'y a-t-il dans CoCréa? Eh bien, vos besoins d'abord, les besoins des entrepreneurs, ça a été bâti en un an, au plus près de ce qu'attendent ceux qui sont sur le terrain. Ça fonctionne. 300 structures ont été mobilisées dans 9 régions au total. Cela permet non seulement de faire du sur-mesure, mais aussi d'être plus en phase avec les attentes des créateurs. C'est aussi l'occasion pour les acteurs de l'accompagnement de construire finalement des solutions ensemble, des solutions auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé. Des problématiques sur lesquelles évidemment les équipes de BPI France ont planché, mais aussi les structures. Je vais appeler à mes côtés Guillaume Pépi, président d'Initiative France, et Frédéric Lavenir, président de l'ADI. Venez me rejoindre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue. Je vous en prie, Bonjour. prenez place. Je vais vous proposer, avant que nous échangions, Bonjour. de regarder en images à quoi ressemble véritablement CoCréa sur le terrain. C'est parti. CoCréa, c'est la rencontre des réseaux d'accompagnement de mon territoire. CoCréa, c'est un moment de partage privilégié entre tous les acteurs de l'accompagnement d'une région. Rapprocher les différents organismes, à la fois de financement et d'accompagnement au service de l'entrepreneuriat dans notre région. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner encore mieux et toujours plus loin l'entrepreneur, le créateur d'entreprise. Donc ce que j'attends de ces rencontres aujourd'hui, c'est vraiment d'être maintenant en capacité d'échanger et de voir comment chacun va pouvoir répondre aux besoins de l'entrepreneur dans la chaîne de solidarité entrepreneuriale. Être vraiment plus de simplicité pour les créateurs pour trouver exactement les bons interlocuteurs dont ils ont besoin au bon moment. L'objectif pour nous est de partir de problématiques précises qui se posent à tous les réseaux au quotidien pour faire émerger des propositions, des outils, des idées qui pourraient venir compléter l'offre d'accompagnement demain. On a envie de proposer vraiment un outil simple aux créateurs pour qu'ils sachent à qui s'adresser au bon moment. Pour nous, c'est d'être plus sur le digital et sur un peu les réseaux innovants. Encore plus de partenariats avec tout l'écosystème entrepreneurial. Revenir plus souvent dans ce tiers-lieu, finalement éphémère. Créer un événement pour permettre aux personnes qui accompagnent les créateurs de se retrouver et de développer de la confiance. En fait, on a convenu de se revoir très très vite parce qu'on a tous plein d'idées pour accompagner les créateurs et les repreneurs. Et l'idée, c'est de mettre tout ça en osmose pour que ce soit le plus lisible possible pour tous. Et puis vite construire un nouveau CoCréa, parce que la V1 est bien, mais je suis sûr que la V2 sera mieux. Et oui, ça c'est vous qu'on vient de voir. Vous pouvez effectivement vous applaudir à nouveau, parce que je crois que vous le méritez. Vous avez fait un travail formidable pendant l'année qui vient de s'écouler, parce que c'est vrai qu'il y a eu des crises. Il a fallu les dépasser. Il a fallu réinventer les choses, et vous avez su le faire, y compris dans vos réseaux. Alors, vous avez évidemment travaillé à partir de ces CoCréa, et vous avez fait remonter tout un tas de constats, mais aussi de solutions. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'une fois que vous mettez les choses en commun, vous vous apercevez qu'il y a à la fois des choses qui convergent, mais aussi des éléments qui différencient les régions parfois, mais aussi les idées qui viennent des différents réseaux. Alors par exemple, dans les Hauts-de-France, qu'est-ce qui a été constaté? La question de la transition dans l'accompagnement semble être un des sujets
qui peut parfois poser problème au réseau. Comment mieux accompagner les porteurs? Pour les étudiants, par exemple, il semble que la difficulté soit d'avancer. Ils démarrent le projet, refont les mêmes formations au lieu, manifestement, de diversifier les choix. C'est un des axes qui a été pointé par les réseaux comme étant problématique aujourd'hui. Une des solutions qui a été imaginée, c'est d'apporter tout simplement un peu plus de flexibilité dans cet accompagnement, et on va y revenir. Le problème d'ordre financier a également été pointé quand on est déjà porteur de projet. Par exemple, des allocations sont versées aux incumbés, mais elles cessent quand l'entreprise est créée. Est-ce que, par exemple, une solution à l'anglaise peut être proposée, une sorte de maintien d'aide aux créateurs? C'est une des pistes qui a été évoquée par les réseaux. Il y a aussi des choses très pratiques, très concrètes, comme par exemple prévoir un coaching bancaire pendant l'accompagnement, par exemple désacraliser l'endettement ou inventer une APL de l'immobilier pour louer des bureaux pour les jeunes entrepreneurs. Voilà quelques-unes des idées qui ont été pointées du doigt. L'autre thématique qui ressort, c'est la synergie et la complémentarité des réseaux. On a, sur ce point précis, des remontées du centre Val-de-Loire et aussi de la région Normandie. Alors, le constat numéro 1, et ensuite je vous ferai réagir, bien sûr, c'est que les réseaux ne se connaissent pas ou se connaissent mal entre eux. Le constat numéro 2, c'est qu'ils consacrent beaucoup de temps, évidemment, et c'est normal, à l'accompagnement des créateurs, mais finalement beaucoup moins à tisser des liens pour devenir plus complémentaires. Le constat numéro 3, ils sont parfois en concurrence sur un certain nombre de sujets. Voilà pour les constats. Comment régler ces problématiques? Eh bien, plusieurs choses sont proposées, des choses très pratiques, très concrètes, peut-être parfois très simples à mettre en œuvre, on le verra. Faire une cartographie des acteurs en partant des besoins, mais cette fois à l'échelle locale, soit régionale, soit départementale. Favoriser aussi, par exemple, une université d'été des différentes structures. Et puis, déterminer une instance qui joue le rôle de fédérateur. Et j'ai vu effectivement dans les remontées de terrain apparaître le nom, ça ne vous surprendra pas, de BPI France avec un point d'interrogation. C'est vrai que ça semble assez logique que ce soit peut-être BPI France qui fasse ce travail fédérateur. C'est déjà un petit peu ce que fait BPI France. Il y a énormément de sujets, mais c'est vrai qu'on en a retenu quatre thématiques qui ont été plébiscitées en quelque sorte sur le territoire par les réseaux. La troisième thématique qui préoccupe à la fois les réseaux mais aussi les créateurs d'entreprises, c'est comment rebondir en cas d'échec. Le constat là nous est remonté depuis l'Occitanie et la région Sud-Provence Alpes-Côte d'Azur. Et vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de différence dans ce qu'ils disent. Il y a d'abord la solitude de l'entrepreneur quand il est dans cette situation d'échec. Il y a aussi les problèmes financiers de l'entreprise qui génèrent parfois des problèmes financiers personnels. Et puis, la question du statut du dirigeant, le statut social, qui est non protégé en cas de liquidation. Alors, pour essayer de résoudre ces problèmes, eh bien, plusieurs solutions ont été imaginées, comme proposer par exemple des échanges avec des entrepreneurs qui ont déjà vécu des échecs et qui peuvent peut-être servir de guide et les aider à rebondir. Conseiller aussi dès le départ à l'entrepreneur de séparer son patrimoine personnel de celui de l'entreprise. Ça semble du bon sens, parfois ça n'est pas fait, pour qu'il puisse, en cas de coup dur évidemment, avoir un filet de sécurité. Ou encore alerter le dirigeant sur l'impact de sa société sur le régime matrimonial, mais aussi sur sa responsabilité personnelle. Enfin, dernière thématique et non des moindres, comment capter les entrepreneurs hors radar? C'est en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine que nous allons. Alors, qui sont-ils ces entrepreneurs hors radar? Eh bien, ce sont des femmes, des jeunes, des seniors, notamment, mais pas seulement, des personnes en situation de handicap.
qu'est-ce qui est dit dans ces remontées de terrain? Eh bien que les porteurs de projets, s'ils sont éloignés, ne connaissent pas l'écosystème. Du coup, il faut faire le chemin inverse, partir d'eux pour les amener vers les structures et non pas des structures qui proposent parfois des programmes tout faits et ils n'entrent pas toujours dans les cases. C'est le constat qui est assez clair parce qu'il y a quand même 50 000 entreprises immatriculées qui ne sont pas accompagnées. Voilà pour les enseignements, les premiers enseignements. J'ai envie évidemment, et je vous vois prendre des notes, Guillaume Pépi, j'ai envie tout de suite de vous demander si ce que vous venez d'entendre, ce sont des cas concrets, j'en ai pioché quelques-uns, évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux, si ce que vous venez d'entendre correspond à ce que vous avez eu comme remontée aussi des réseaux qui sont sur le territoire. Bonjour à tous, et je pense, Frédéric, qu'on doit partager les mêmes constats. Tout ce qui a été dit témoigne du fait que l'initiative qui est prise aujourd'hui de nous réunir, après ces réunions régionales, ça va dans la très bonne direction. C'est à la fois la dynamique des territoires, mais c'est aussi l'idée que globalement, les réseaux ont une complémentarité et que si parfois les réseaux sont concurrents, ce n'est pas très grave, mais le plus important, c'est de travailler la complémentarité. En fait, deux petites remarques. La première remarque, c'est le fait que plus on va vers les territoires, plus nous, on est à l'aise parce qu'on est un réseau Initiative France qui est présent dans 210 localisations et même 800 points d'accueil. Et donc, ce qui fait la force d'un réseau, c'est la capacité à être au plus près à la fois des porteurs de projets, mais aussi des élus et des structures existantes, y compris associatives. Et ce lien-là, il faut sans arrêt le travailler. Et puis la deuxième chose, c'est que ça reste compliqué. Vous l'avez dit, quand on est porteuse ou porteur de projet, il y a certes un certain nombre de portails, dont celui que Marie a signalé à l'instant, qu'il faut continuer à populariser BPI France Création, mais il faut continuer à être en appui des porteurs et des porteuses de projets, parce qu'il y a énormément d'acteurs, énormément de mécanismes, et qu'on peut s'y perdre. Il y a même, on l'a tous vu, il y a même un guide du routard des aides à la création d'entreprises. Le guide du routard, honnêtement, c'était une bonne idée, mais on préférerait que, on va dire, on trouve les moyens, nous tous, c'est-à-dire tous les réseaux, de guider, d'appuyer, de conseiller nos porteurs de projets, quel que soit le réseau qui va ensuite, on va dire, prendre en charge le dossier. Frédéric Lavenir, même constat que Guillaume Pépi après ce retour d'expérience du terrain, qui s'est remonté des différentes régions? Oui, alors je vais rebondir sur ce que vient de dire Guillaume, en plein accord avec lui. Le sentiment qu'on a, c'est que ce qu'a fait BPI France et ce qu'on fait aujourd'hui va vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de fabriquer un guichet unique artificiel que ces organisateurs en général connaissent bien, mais que les personnes à qui il est adressé connaissent moins bien. On cherche à valoriser la diversité, la présence sur le territoire des différents réseaux et à chercher leur complémentarité. Et je crois que cette recherche de complémentarité, elle se fait sur le terrain. Et c'est en cela que toutes ces réunions régionales sont une excellente préfiguration de ce qu'il faut faire et de plus en plus. Notre expérience à l'ADI, c'est que les meilleures coopérations se font lorsqu'on est en contact sur le terrain, quand on est dans le même bâtiment, quand on se croise, eh bien, on construit des complémentarités pratiques sur le terrain au bénéfice des créateurs et des personnes qui font appel à nous. Et donc, nous, on n'a pas de sentiment de concurrence. Il peut y avoir ici ou là un frottement, mais très honnêtement, la complémentarité spontanée est de très très loin ce qui reflète le mieux l'expérience de l'ADI, en tout cas, hein, je parle pour l'ADI, sur le terrain. Peut-être sommes-nous parfois un peu frustrés qu'elle ne se développe pas plus, précisément par manque de connaissances. Et ce qui est dit dans le petit compte rendu que vous avez fait est vraiment tout à fait juste, c'est-à-dire que les gens sont polarisés sur leur mission, ils voient les créateurs, ils voient les personnes, et un peu moins sur la recherche de... Et ça se fait naturellement quand on est côte à côte ensemble. Et donc se mettre côte à côte, c'est très bien. Être côte à côte tous les jours, c'est encore mieux. Et ça rencontre d'ailleurs le quatrième thème que vous avez évoqué, Raphaël, pardon de le dire, qui est celui de où trouver et comment trouver. Ben, c'est à travers la coopération qu'on le trouve. Parce qu'en réalité, chacun d'entre nous, les associations locales, les grands réseaux d'accompagnement, est en contact avec certains types de publics. Et c'est en partageant qu'on arrive finalement à toucher des personnes qui autrement vont être un peu perdues. Voilà. Donc
tout à fait en ligne avec ce que vient de dire Guillaume et parfaitement en ligne également avec les remontées, en tout cas sur ces deux sujets. Sur le sujet des créateurs, j'aurais peut-être une ou deux choses à ajouter, mais ce sera une autre question. Alors, allez-y, dites-nous, qu'est-ce que vous ajouteriez justement? Parce que moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est si on se donne rendez-vous là, dans un an, pour le co-créa de l'année prochaine, qu'est-ce que vous aimeriez voir ajouter? Quels sont les thèmes qui vous semblent essentiels, qui n'ont peut-être pas été abordés? Alors, il y en a un qui a été mentionné, si j'étais attentif à ce que vous disiez, mais de manière très, très allusive, et parmi d'autres, qui me semble devoir être au centre. C'est celui de la protection sociale. La question de la protection sociale est absolument fondamentale. On est aujourd'hui dans un univers qui est construit pour le salariat, en termes de couverture sociale, en termes de cotisation sociale, et de manière plus générale, en termes d'accès aux services. Et je pense, par exemple, aux services privés. C'est lorsque vous êtes entrepreneur, accéder en tant que particulier à des allocations familiales, à du RSA, c'est extrêmement compliqué. Ça n'est qu'un exemple. Donc le sujet de la protection sociale, on n'a pas le temps évidemment ici de le développer, me semble être absolument clé pour l'accès à l'entrepreneuriat et pour le rebond. Je vous vois opiner du chef. Oui, moi j'ajouterais une deuxième chose. Je pense qu'on a, à juste titre, on met tous beaucoup l'accent sur l'accompagnement. Et d'ailleurs, on a une preuve, c'est de dire en gros, quand un projet est accompagné, il a 9 chances sur 10 d'être encore là dans 3 ans, là où en moyenne, non accompagné, les chances ne sont que de 6 sur 10. Mais personnellement, j'ai le sentiment qu'on pourrait être beaucoup plus efficace sur l'accompagnement. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, l'accompagnement. Il faut à la fois industrialiser, parce que au total, on aide des dizaines et des dizaines de milliers de porteuses et de porteurs de projets. Donc, il faut avoir des process, des méthodes. Et en même temps, si on accompagne des gens qui ont créé leur structure, il faut que l'accompagnement soit totalement personnalisé. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on soit au top du top dans le domaine de l'accompagnement. Donc, on a encore beaucoup de boulot à faire. J'allais dire, l'accompagnement en amont, je pense qu'on est collectivement assez bon. L'accompagnement en aval, il reste du chemin. Alors on va sans jeu de mots. Sans jeu de mots, évidemment. Sans jeu de mots, Raphaël Duchemin. Évidemment. Alors je vous propose tout de suite, pour que l'accompagnement soit le plus complet possible, d'accueillir le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Thibaut Guilhuy. Merci de nous rejoindre. Je vous en prie. Bonjour. Je vous laisse enlever votre masque, évidemment, et prendre le micro. On a brossé évidemment les grands axes. Je n'ai pas donné toutes les remontées de terrain, il y en avait énormément. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui, à vous, indispensable si on veut continuer à jouer collectif, comme c'est le cas aujourd'hui? Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Peut-être d'abord pour rebondir brièvement sur l'enjeu qui vient d'être mentionné par Guillaume Pépi. Je pense que les chiffres ont été rappelés par Marie-Adeline aussi. Il y a une vraie dynamique en France d'entrepreneuriat, mais par contre au niveau de l'accompagnement, on est, je crois, elle me le rappelait là tout à l'heure, là, 170 000 entreprises accompagnées, alors qu'on est à un peu plus d'1 million de créations. Et donc, effectivement, la question de la concurrence pour arriver sur le collectif, en fait, ne se pose pas. Je pense qu'à partir du moment où on a un océan d'opportunités, d'enjeux tant quantitatifs que qualitatifs, il y a un impératif, à mon avis, à ce qu'on travaille ensemble. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'on a commencé à le faire depuis maintenant 2 ans, quand on a commencé à bâtir le plan pour l'inclusion par le travail indépendant. C'est 40 000 accompagnements, c'est 40 000 personnes, jeunes, moins jeunes, qui vont pouvoir retrouver de l'autonomie, de la dignité par la création d'entreprises. Et ce plan, il a été possible pourquoi? Parce qu'on a réuni tous les acteurs de l'accompagnement qui sont ici autour de la table. On a écouté quels étaient les besoins, quels étaient les constats, quels étaient les manques, quelles étaient les carences. Et souvent d'ailleurs, effectivement, chacun est tellement concentré sur son sujet qu'on ne prend pas forcément toujours assez le temps de se réunir et puis de se dire où sont les complémentarités et donc de les construire. Donc en ça, je pense que la démarche d'Active Créa est absolument essentielle. On a bâti ce plan. Ensuite, après, on l'a déployé dans un souci de co-construction entre l'État et les acteurs qui sont sur le terrain. Il ne faut pas que ce soit l'État qui régente
et qui décident à la place de ceux qui sont sur le terrain. Il faut qu'ils soient à l'écoute et qu'ensuite, après, d'ailleurs, on bâtisse des politiques pour faire en sorte que le changement d'échelle soit possible. C'est ce qu'on a fait sur le pacte sur le travail indépendant et c'est ce qu'on s'apprête à faire sur Marseille avec le capital jeune créateur qu'a annoncé le président de la République. C'est important d'avoir les réseaux aux côtés des créateurs d'entreprises. C'est aussi peut-être important, je me faisais cette remarque, d'avoir les créateurs d'entreprises ou les entrepreneurs déjà établis aux côtés de ceux qui démarrent. Est-ce qu'il faut encore agrandir le cercle ? C'est un point à mes yeux très important. En plus de ça, moi j'étais entrepreneur d'abord pendant 20 ans. Donc, je sais que je pense que le premier conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui se lance dans l'entreprise, c'est de savoir s'entourer, d'avoir conscience de ses manques et de savoir s'entourer. Ce qui est d'ailleurs tout particulier pour les plus jeunes, puisqu'ils ont un capital social, un niveau d'expérience, de réseau qui est un petit peu plus light, on va dire, que pour les entrepreneurs un peu plus aguerris. Sur le capital jeune créateur, je pense qu'il y a deux enjeux sur la politique d'accompagnement des réseaux d'accompagnement. Il y a ce qui a été mentionné sur comment on change d'échelle. Et là, aujourd'hui, quand même, ADI, France Initiative, France Active, BGE, mais on a aussi évoqué les déterminés, etc. C'est des initiatives de la société civile qui se sont portées, qui se sont construites, pied à pied, pas à pas, avec des appels à projets, à coût de subvention, etc. Il y a un moment donné, faire en sorte qu'on ait une vraie politique publique de soutien à l'accompagnement à la création d'entreprises avec des financements en dur et avec des politiques qui soient un petit peu stables et pérennes. Parce que c'est difficile d'accompagner les créateurs d'entreprises si soi-même, en tant que réseau d'accompagnement, on n'est pas un petit peu plus solide. C'est, je pense, le travail qu'on a engagé et qu'il faut qu'on poursuive avec l'ensemble des réseaux d'accompagnement. La deuxième chose, c'est de donner ensuite les moyens à chaque créateur, on l'a déjà dit, d'avoir le droit à l'accompagnement, puisque l'impact est extrêmement fort. Et si l'impact est bon pour les créateurs d'entreprises, il est bon pour l'État, pour la dépense publique, pour la vitalité du pays. Donc il faut qu'on investisse dans l'accompagnement et dans le soutien à tous les financements. C'est le travail qu'on fait évidemment main dans la main avec BPI. Et puis le troisième point, c'est celui que vous avez mentionné dans votre question, c'est effectivement la solidarité, la dynamique de solidarité qu'il doit y avoir entre les entreprises et les entrepreneurs. Sur Capital Jeune Créateur à Marseille, où finalement c'est une sorte de POC, on est en train de préparer finalement un proof of concept, pour utiliser un petit peu votre langage, c'est de voir comment on peut avoir une dynamique entrepreneuriale au niveau d'un territoire qu'on pourra après d'ailleurs évidemment projeter sur le reste du pays, puisque le président a dit que c'était une expérimentation. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a mobilisé toutes les entreprises de Marseille en leur disant comment vous pouvez aider à faire émerger et réussir toutes ces jeunes pousses. Par le premier bon de commande, des politiques d'achat qui soient ciblées sur les petits créateurs d'entreprises, par du mentorat ou de l'accompagnement pair à pair, des pratiques que vous avez déjà mises en œuvre dans nombre des initiatives que vous portez, mais qu'il faut maintenant déployer au niveau plutôt d'une culture entrepreneuriale dans le pays. Vous diriez, question que je vous pose à tous les trois d'ailleurs, vous diriez qu'on a tous les outils aujourd'hui nécessaires justement pour que ce développement puisse se faire de manière rapide et efficace? Je vais après d'ailleurs vous laisser réagir. Moi je pense que non, on n'a pas tous les outils. D'abord, je pense qu'il faut continuer de bâtir et vraiment de co-construire ces outils de politique publique, j'ai envie de dire un peu citoyenne, c'est-à-dire qui sont bâtis sur l'initiative de la société civile et sur lequel les acteurs publics viennent en soutien, en support et en changement d'échelle. Ça, c'est le premier point. Et on voit bien qu'on est encore dans l'apprentissage, dans la cour d'expérience, et on pourrait aussi être un petit peu plus agile, un petit peu plus efficace là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas vraiment des politiques d'évaluation en temps réel de l'efficacité de ce qu'on fait collectivement. Donc il faut se doter d'une approche sur la donnée et sur le pilotage de la performance territoire par territoire pour pouvoir orienter un petit peu les actions. Et donc ça pose aussi la question du défi un petit peu des systèmes d'information et la transformation digitale du secteur, parce que pour coopérer, il y a évidemment besoin de ces temps, je dirais,
réflexion physique, de propositions, etc. Enfin, moi, j'ai lu ça vraiment avec attention et ça va venir alimenter nos actions. Mais il faut aussi qu'on ait des outils digitaux qui vont faire qu'on va avoir des politiques publiques qui sont orientées sur l'usager, parce que chaque créateur, entre celui qui a l'idée, pour le faire passer à l'intention, pour le faire passer au projet, pour le faire passer au business plan, puis ensuite au financement et au développement, et bien évidemment, c'est complexe et donc il faut simplifier le parcours utilisateur en pensant toujours à l'usager et le mettre au cœur de nos politiques. Guillaume Pépy, Frédéric Lavenir. Oui, juste un mot. Moi, je pense que, au-delà de ce qu'a dit Thibault, il faut que les réseaux eux-mêmes s'adaptent. Pour ce qui concerne Initiative France, que je préside depuis 1 an, je pense qu'on est en pleine préparation de notre plan stratégique pour les 4 ou 5 prochaines années. Au passage, on a décidé, notamment Marie-Adeline Pex soutient ça, on a décidé de faire cette préparation du plan stratégique de façon ouverte vis-à-vis des autres réseaux, complètement ouverte, c'est-à-dire de consulter les autres réseaux sur nos propres priorités stratégiques, de telle sorte qu'on ne soit pas en silo et en vase clos, mais qu'au contraire, un réseau comme Initiative France trouve sa place dans l'écosystème des différents réseaux et qui est un écosystème amical qui est destiné à aider les porteurs de projets. Mais je disais adaptation parce qu'il y a des nouveaux enjeux, transition écologique, énergétique et les territoires un peu orphelins. Et puis adaptation en matière d'efficacité. On gère de l'argent public. Alors nous, on est toujours très fiers de dire que chaque emploi créé grâce au réseau Initiative France, c'est à peu près 1 280 €, ce qui n'est pas cher, mais on n'a pas de financement pérenne. Et le fait d'avoir des financements pérennes sur le fonctionnement sera quelque chose qui sera, on va dire, très exigeant sur notre efficacité. Donc financement pérenne et exigence d'efficacité. Frédéric Lavenir. Oui, alors d'abord, je voudrais dire que Thibault Guilluy a été un des acteurs essentiels d'une véritable révolution que je voudrais souligner, parce que quand vous posez la question « manque-t-il des outils ?», il en manquait un énorme, qui était que l'insertion par l'économique n'incluait pas la création d'entreprise. Maintenant, c'est le cas. Et ça, c'est une vraie révolution au-delà des moyens mis en œuvre. Donc ça, je crois que ce n'est pas un outil, c'est un continent qui s'est ouvert. Après, est-ce qu'il manque des outils ? Oui, enfin, il en manque toujours. Je crois que la philosophie générale de l'État aujourd'hui, et de BPI France, je devrais commencer par là, qui est, ça se voit là, de faire confiance aux réseaux et de travailler avec les réseaux en s'appuyant sur les réseaux, est la bonne philosophie. Mais les réseaux, ça veut dire quoi ? Ceux qui existent et puis tous les acteurs qui se créent. À chaque fois qu'il se crée une initiative, elle est bonne, elle est mauvaise. Il faut l'évaluer, bien sûr, mais elle ajoute quelque chose. Donc, non, il n'y a pas tous les outils, il n'y aura jamais tous les outils. Il n'y a pas tous les moyens et pas suffisamment, mais il n'y aura jamais suffisamment de moyens, en tout cas avant longtemps. C'est un océan. Mais je crois que la dynamique aujourd'hui est extrêmement saine et que l'État est rentré dans une logique vis-à-vis de la création d'entreprises qui est extrêmement positive. Alors, dernière chose, je voudrais mentionner, rebondir sur un point que Guillaume a évoqué. Il est central. La transition énergétique, aujourd'hui, elle est excluante. Et notre responsabilité collective, vous cherchiez des thèmes, est de la rendre inclusive. Et ça, c'est fondamental parce que financer une bagnole qui ne roulera pas au centre-ville dans 3 ans, eh bien, c'est un sujet pas seulement éthique, mais également économique. Donc ça, c'est le grand sujet qu'il faut traiter certainement dans les mois et années à venir. Ça signifie qu'on a déjà au moins un thème identifié pour le prochain co-créa de BPI France l'année prochaine, ici probablement. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cet événement co-créa. C'était une première. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. Et j'en profiterai pour conclure cette séquence, Raphaël, d'une part pour te remercier et d'autre part pour dire à chacun que tous les outils n'existent peut-être pas. La boîte à outils, elle mérite toujours d'être complétée. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que les ouvriers sont là, les artisans sont là pour les utiliser, c'est vous. Et des échanges qui viennent d'avoir lieu, on sent qu'effectivement, on a les bons artisans. Et quand on a les bons artisans, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les bons outils. Voilà. On parle entrepreneuriat pour tous ? Non, je te propose que l'on revienne sur la séquence des fiertés. J'ai exprimé les miennes et j'ai vraiment envie d'entendre les vôtres.
Alors pour pouvoir exprimer et partager avec vous les fiertés que vous portez, vous, côté réseau, j'appelle à me rejoindre Jacques Attali, Denis de Monton et Olivier de la Chevannerie, que je remercie. Chers artisans, puisqu'on parle d'outils et de menuiserie, merci beaucoup d'être là parmi nous. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur les fiertés et à réfléchir à ce qui nous unissait. J'espère que vous avez eu le même plaisir. En tout cas, on aura beaucoup de plaisir à vous écouter. Jacques, je vous propose de commencer parce que je sais qu'en plus, vous êtes pressé. Donc, je vous passe la parole. Je vais, moi, retourner m'installer dans la salle. Je sais, comme vous le faites et comme l'a rappelé Frédéric tout à l'heure, que vous saurez vous passer les ballons. Donc, je vous laisse the floor, comme on dit, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Ben je vois que j'ai droit à 5 minutes. Je vais le faire. Positive Planète en France existe depuis maintenant 16 ans, 17 ans. L'organisation a commencé à travailler hors de France 10 ans avant. Et depuis 10 ans, voilà, le résumé un peu de tout ce que nous faisons, que je ne vais pas vous détailler parce que ça va être sous vos yeux, mais je voudrais insister sur plusieurs points. D'abord, ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que les réseaux doivent être complémentaires est essentiel. Le champ à couvrir est gigantesque et la concurrence n'a pas de sens. Deuxièmement, nous avons une spécificité particulière qui est d'abord, nous travaillons au plus près des gens dans la situation la plus difficile. En particulier, nous travaillons avec les gens au RSA et en étant au plus près par des bureaux. Nous avons des bureaux dans les coins les plus reculés possibles. Et ce défi se révèle payant puisque nous réussissons ainsi à avoir, comme vous voyez, des taux de succès tout à fait excellents et qui montrent que l'accompagnement, même pour les gens difficiles, permet de faire mieux que sans accompagnement pour des gens faciles. Puis on a une spécificité en plus qui, je crois, est très importante, qui, à mon avis, va devenir plus importante encore dans les années qui viennent, c'est qu'on ne veut pas aider à la création de n'importe quelle entreprise. On veut aider à la création d'entreprises qu'on appelle positives, c'est-à-dire d'entreprises qui soient durables socialement, écologiquement, éthiquement et écologiquement. Ce qui veut dire qu'on n'aidera pas des gens qui font des choses qui nous paraissent nuisibles à l'environnement ou pas bons socialement. Ça va sans dire. Je suppose que tout le monde le fait. Mais je pense qu'il vaut mieux le dire et inciter à la création d'entreprises positives. Ce qui veut dire pour nous une doctrine qui va un peu plus loin, que nous aidons surtout les entreprises dans ce qu'on appelle les secteurs de l'économie de la vie, c'est-à-dire les secteurs qui aident à l'amélioration de la santé, de l'éducation, de l'environnement, du digital, de l'agriculture durable, de l'alimentation durable, de la mobilité durable, du logement durable, etc., qui en fait représentent aujourd'hui seulement 40% du PIB français, qui devrait représenter 60 à 70%. Et si on peut commencer par les créateurs d'entreprises pour aller dans cette direction, ça nous semble une bonne doctrine. Donc voilà nos priorités, ce qui ne nous empêche pas d'aider tous ceux qui viennent nous voir en leur essayant de les conseiller pour faire mieux en termes d'environnement et en termes de secteur d'activité. Mais nous pensons que c'est ainsi qu'il faut travailler. Il y a aussi beaucoup de choses nouvelles, je crois qu'il va falloir faire. Et je suis ravi que cette occasion nous soit donnée de travailler ensemble. Parmi les choses nouvelles, c'est de travailler en digital. Et nous avons commencé à utiliser les moyens digitaux pour faire des cours, et en particulier de s'accrocher au CPF et à l'ensemble des dispositifs de formation qui permettent de financer cela aussi, en dehors de l'aide extraordinaire et du rôle moteur que la BPI joue dans tout ça. Et enfin, et je terminerai là-dessus pour laisser la place à mes collègues, pour faire en sorte que cette formation soit la plus possible intégrée dans un parcours plus vaste. C'est-à-dire que les créateurs d'entreprises, c'est bien, mais parmi ceux qui auront essayé, qui n'auront pas réussi ou qui n'auront pas été même jusqu'au bout, il faut aussi les aider à trouver des emplois de salariés de haut niveau. Et donc la formation doit être aussi une formation qui les aide à se respecter, à trouver de la dignité, de la confiance en eux, qui leur permettent de trouver d'autres métiers que les métiers de créateurs d'entreprises. Et cette continuité dans la création d'entreprises devrait aussi d'ailleurs, et c'est le dernier point, s'accompagner d'une continuité en amont
où on devrait être davantage en relation, et c'est ce que nous essayons d'être, avec les réseaux précédents qui travaillent sur l'orientation scolaire, sur le périscolaire, sur l'accompagnement des jeunes entre 12 et 18 ans, pour faire en sorte que l'esprit d'intégration dans une société positive au service d'une économie de la vie se fasse dans toutes les dimensions de la société et pas seulement dans ce maillon qui nous est si cher et si particulier que celui de la création d'entreprises. Merci. Voilà. Donc je suis pris au dépourvu puisque Jacques Attali a fait en 4 minutes ce qu'on lui proposait de faire en 5 minutes. On a le chronomètre sous les yeux. Je vais essayer d'être aussi précis. Donc pour France Active, on m'a demandé un visuel. Alors je me suis dit, on va faire simple, on va envoyer un visuel d'un créateur. Et j'ai demandé de choisir au hasard. Et c'est ça ma fierté, c'est qu'en fait on avait un peu plus d'une chance sur 2 de tomber sur une créatrice. Voilà, c'est important pour nous. Ça reste important, ça fait déjà plusieurs années qu'on a autant de créatrices que de créateurs dans l'activité de France Active. C'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de choix volontaristes. Et on pourrait en dire autant sur le ciblage qu'on a en direction de personnes qui sont dans des situations économiques difficiles. Les créateurs qu'on aide sont demandeurs d'emploi globalement. Près de la moitié d'entre eux sont demandeurs d'emploi de longue durée. Donc on ne va pas à la facilité. Et là aussi, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de choix volontaristes. En fait, ce que ça reflète, c'est que depuis l'origine, on se bat contre des préjugés. Alors, il y a un préjugé dans la création d'entreprises. Si aujourd'hui, on a seulement un tiers des créateurs qui sont des créatrices, c'est parce qu'il y a peut-être un petit peu d'autocensure. C'est aussi sans doute que du côté des financeurs, du côté des banquiers, et je salue ceux qui sont avec nous et dans la salle, on a un certain nombre de préjugés, de non-dits qui font que, suivant l'origine sociale, suivant le territoire, suivant le genre, on ne va pas avoir exactement le même accès au système d'accompagnement, au conseil et au financement. Donc à partir du moment où on fait le choix de cibler, de se dire il faut qu'on se batte contre ces préjugés, on met en place les outils qui vont permettre effectivement de faire du plus, d'aller chercher les gens là où ils sont et de les accompagner vers de la création. Je crois que c'est ça, entrepreneuriat pour tous. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le vit, avec des résultats qui sont ceux que vous avez sous les yeux. On pourrait dire la même chose sur les territoires. Un tiers des entrepreneurs qu'on soutient, des 30 000 entrepreneurs qu'on a soutenus l'année dernière, sont dans des territoires dits sensibles, quartiers de la politique de la ville, zones de revitalisation rurale. Là aussi, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un vrai choix de modèle économique, d'inscription dans des politiques publiques, et on s'y tiendra. Voilà, alors j'en suis particulièrement fier, puisqu'on me demande de dire de quoi on est fier. Et puis je me suis projeté un petit peu en me disant finalement, si je reviens dans un an, qu'on me repose la même question, de quoi je serais fier ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse cette année pour continuer à promouvoir cette lutte contre les préjugés ? Alors, deux petites idées. Moi, je pense que ça a été dit largement, je ne vais pas revenir dessus, et des manifestations comme celle-ci, celles qui ont été organisées par BPI France en région, permettent plus de coopération. Je crois que là, on a une frontière devant nous, mais enfin, je pense qu'on le sait tous. Comme disait Frédéric Lavenir à l'instant, je crois que la tendance naturelle, elle est plutôt à la coopération entre les réseaux. Ça ne veut pas dire qu'une tendance naturelle ne doive pas être cultivée, travaillée pour qu'on aille un petit peu plus loin. Donc plus on aura de parcours qu'on saura décrire, qui auront travaillé avec Positive Planète, qui seront venus chez nous, qu'on aura renvoyé éventuellement chez Entreprendre, et plus on pourra être fier du travail qu'on fait. Ce ne sera pas du redondant, ce sera du plus. Voilà. Deuxième aspect, ça a été dit, il y a une petite révolution, là aussi je suis d'accord, le fait d'avoir pu intégrer dans les politiques d'insertion par l'activité économique la création d'entreprises, c'est une réelle avancée. Un des préjugés contre lesquels on se bat depuis longtemps, c'est qu'il y a d'un côté l'économie, puis de l'autre côté l'action sociale. Je crois que là, on a une politique publique qui résolument dit une forme d'action sociale, finalement, elle peut être dans l'insertion par l'activité économique, par de la création d'entreprises. Donc, soutien public, oui, bien sûr, si on arrive à inscrire tout ça dans des politiques publiques. Je crois qu'il y aura une fierté aussi dans un an, si on revient, ce sera qu'on ait pu conforter nos modèles économiques. Les uns et les autres, ça a été dit, les différents réseaux, on vient souvent d'initiatives de la société civile, on est soutenu par les pouvoirs publics,
Mais je pense qu'on a une responsabilité aussi, c'est d'être réellement des acteurs économiques. Donc de trouver un modèle économique qui ne soit pas que de la subvention ou que de la réponse à de l'appel à projet public. Donc là aussi, on va chercher de l'épargne solidaire, on va chercher des partenariats privés. On fait du business avec un certain nombre d'acteurs privés, d'entreprises, de banques. Et je crois que c'est aussi de notre responsabilité de bien montrer que tout ça a un sens économique, a une efficacité économique. Et si je reviens dans un an, alors je suis déjà assez fier de ce qu'on arrive à faire à France Active, mais si je reviens dans un an, ce sera cette progression-là que je chercherai à montrer. Alors, on m'a demandé de parler de ma fierté collective. Alors, et en plus, on m'a demandé une photo. Alors, j'avais amené une photo. Peut-être qu'elle pourrait apparaître. Bon, alors, c'était une photo. Elle arrive ou elle n'arrive pas? Elle arrive. Là, c'est la photo de France Active. Bon. Ah, la voilà, la voilà. Alors, je voulais commencer par ça, parce qu'on m'a demandé une photo. Et en fait, qu'est-ce que vous y voyez? Vous y voyez un paysage bucolique. En fait, pas du tout. Pas du tout. C'est la Silicon Prairie. Voilà. Alors, cette Silicon Prairie, c'est un terme qui a été inventé par un lauréat de Réseau Entreprendre, qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est un site de recrutement, une plateforme de recrutement, et qui disait le bonheur des startups est dans la prairie. Voyez. Alors, ça m'amusait de vous parler de ça parce que c'est pas tout à fait lié à la fierté collective, mais en même temps, ça s'en rapproche. Alors, quand on me pose la question de la fierté collective, eh bien, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on a remis l'entreprise au centre de la société. Les PME et les ETI, on leur a redonné, en fait, leur rôle, leur vrai rôle. Leur rôle de répondre à tous les défis qui se présentent devant nous. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle de proximité, de circuits courts. Je ne vois pas trop comment on va faire si ce ne sont pas les entreprises et les PME qui s'en occupent. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle d'écologie, on nous parle d'impact. De la même façon, je ne vois pas comment on va faire s'il n'y a pas un tissu de PME qui travaillent ou de TI qui travaillent dans l'innovation écologique pour réussir à ce que, par exemple, des friches industrielles soient réutilisées pour pouvoir travailler sur des sujets liés à l'écologie, par exemple. De la même façon, dans le défi social qu'on a beaucoup vu pendant cette période de Covid, pour répondre au défi social que nous avons, qui est aujourd'hui d'arriver à faire de l'inclusion, d'arriver à recruter plus, ce sont les entreprises qui vont le faire. Vous savez, on pourrait dire, c'est pas en allant construire un hôpital dans une région qu'on va créer de l'activité. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui marche, c'est qu'il faut attirer les PME dans les régions, et puis les PME, elles recrutent, et puis elles recrutent, ça crée des écoles, et après, on y met un hôpital. Vous voyez, donc c'est bien encore la résolution des problèmes sociaux qu'on peut avoir aujourd'hui, ils vont se faire par les PME. Et de la même façon, pendant cette crise, on s'est rendu compte aussi qu'on avait un certain nombre de pénuries. Mais c'est pareil, ce sont les entreprises en France, en s'implantant en France, ce sont les PME industrielles qu'on va recréer qui vont répondre à ce problème de pénurie. Ça a commencé. J'ai vu l'autre jour une entreprise du Nord qui se met de nouveau à fabriquer du Doliprane. Voilà, vous savez, pendant la période de la crise, on nous a parlé beaucoup du problème de manque de Doliprane. Donc vous voyez, je trouve que la fierté collective, c'est ça, c'est de se dire, eh bien écoutez, nous les réseaux, on avait raison avant tout le monde. Alors pourquoi on avait raison avant tout le monde? Parce que chez Réseau Entreprendre, ça fait 35 ans qu'on dit que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. D'ailleurs, peut-être même qu'il faudrait qu'on change les choses et qu'on dise, pour créer des emplois de proximité, il va falloir créer des employeurs de proximité. Vous voyez, les réseaux d'accompagnement, les réseaux qui accompagnent les entreprises, eh bien, nous avions raison avant tout le monde. L'entreprise est au centre du développement de la société et c'est l'entreprise qui va nous aider à répondre aux enjeux du monde qui change. Alors c'est intéressant parce que le MIF, vous savez, c'est le Made in France, c'est le salon Made in France. Il y a 10 ans, ce salon Made in France, il y avait 80 exposants. Cette année, il y en a 800. C'est vous dire si la vague est là. Et je suis allé sur Amazon hier soir, oui, ça m'arrive. Et sur Amazon, aujourd'hui, quand vous cliquez sur la première page d'Amazon, il y a
une fenêtre, il y a marqué « Fabriqué en France ». Ça veut dire que même Amazon, et on sait qu'Amazon est bien dans le sens du vent, Amazon, sur sa page de garde, il y a « Fabriqué en France », vous cliquez dessus et vous n'avez que des objets qui sont fabriqués en France. Vous voyez, on a vraiment une vague et j'en suis vraiment très content. C'est une fierté collective aussi d'avoir eu raison. Les réseaux ont eu raison, les réseaux d'accompagnement ont eu raison avant tout le monde. Mais cette vague, on la voit. Cette vague, elle est politique. Elle est même dans les médias, elle est sociétale. C'est-à-dire que tout le monde a compris que, voilà, aujourd'hui, si on veut s'en sortir, ce sera en recréant un tissu industriel, un tissu de PME dans nos territoires. Ça répondra aux problèmes des friches industrielles, ça répondra aux territoires qui sont inoccupés et qu'il faut redynamiser, et ça répondra à une problématique auquel Réseau Entreprendre a toujours voulu répondre, qui est répondre à ce fléau qu'est le chômage. Et alors, puisqu'on parle de l'année prochaine, eh bien, on voit aujourd'hui des économistes qui nous disent que la réponse aujourd'hui des PME au chômage est en train de se concrétiser, puisqu'on nous parle maintenant, c'est très récent, de projets de 6,5% de chômeurs pour l'année prochaine. Je pense que là, on a un vrai défi à relever et ce sera une vraie fierté collective l'année prochaine de voir que ce taux de chômage est bien à celui qu'on a prévu. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Mettre l'entrepreneur au centre du village, je pense qu'on ne peut être que tous totalement d'accord. Merci pour ces fiertés et pour ces témoignages. Et je rebondirai sur ce que tu viens de dire, Olivier, pour dire mettre l'entrepreneur au centre du village, mais au centre de tous les villages, au centre de tous les territoires, et notamment au centre des territoires les plus fragiles. Et du coup, je vous propose de rejoindre vos sièges et je vous propose d'accueillir Philippe Lamblin, avec qui nous allons échanger sur l'entrepreneuriat dans les quartiers et notamment le programme Entrepreneuriat pour tous. Alors, normalement, il y a un petit jingle, Philippe. Alors, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet de l'entrepreneuriat pour tous, parce que je sais qu'il te tient énormément à cœur. Je sais qu'on partage la même vision et les mêmes valeurs, notamment le fait que entrepreneuriat pour tous, ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir entrepreneur. Ce n'est pas une vision théorique de la salvation par l'entrepreneuriat pour tous. En revanche, c'est une valeur extrêmement républicaine, d'équité, qui est que tous les gens partout sur les territoires qui souhaitent se lancer dans cette aventure, qui est une aventure difficile, doivent avoir les mêmes chances de réussir que les autres, qu'on a besoin ensemble de lutter contre toute logique de fracture, de fatalité territoriale, genrée, sociale. C'est pour ça, nous, qu'on a développé, en s'appuyant sur beaucoup de briques que notamment BGE avait mis en œuvre depuis des années, un programme qui repose, comme tu le sais, sur 3 axes, aller vers, et je sais que ça te tient beaucoup à cœur, on va y revenir, parce que faire connaître ce qui existe, faire connaître aux entrepreneurs et aux porteurs de projets de ces territoires qu'il y a des solutions pour qu'ils soient accompagnés, la tournée, les bus, tous ces éléments-là sont des éléments essentiels de la réussite de ces projets entrepreneurs dans les quartiers. La deuxième chose auquel on croit énormément, c'est le besoin d'animation des écosystèmes entrepreneuriaux dans ces territoires. Je sais que tu aimes beaucoup le terme d'écosystème, on l'apprécie aussi beaucoup. Et c'est ce qu'on fait avec les Cités Labs. Et là encore, on n'a rien inventé puisque ce dispositif existait depuis longtemps. Il nous a été légué par la Caisse des dépôts et il était beaucoup déployé par BGE. Et puis notre troisième credo, c'est la nécessité d'accélérer. J'en ai reparlé tout à l'heure en présentant mes 2 fiertés, mes 2 jeunes femmes de Lyon et de Marseille. Je te laisse la parole pour pouvoir partager avec toi cette vision de l'entrepreneuriat partout dans tous les territoires. Merci Marie, merci à tous. Merci celui qui a dit tout à l'heure qu'il fallait aussi s'occuper de ceux qui ne seront pas entrepreneurs. Et ils sont majoritaires dans ceux que nous accueillons. Et je peux vous dire aujourd'hui, Monsieur Attali, que ces gens-là ont atteint, grâce à effectivement un suivi, une meilleure employabilité et sont quasiment tous au travail. BGE, c'est une vieille maison, vous la connaissez, elle a 40 ans, c'est des fous furieux dans le nord de la France qui ont décidé de s'attaquer dans les QPV au problème de l'entrepreneuriat en disant la richesse, elle est là. Et vous savez tous qu'il y a autant de chances pour un
homme ou une femme de QPV qui crée sa boîte que quelqu'un qui a un bac plus 18, encore qu'il y a des bacs plus 18 dans les QPV, attention à ce qu'on dit, de réussir après 3 ans. Notre leitmotiv, c'est celui-là, faire en sorte que des gens puissent réaliser, avoir la fierté de se réaliser. Et on le disait, les enjeux fondamentaux, ils sont précis, et vous les avez déjà dit. Un, il y a des réseaux, bien sûr Frédéric, bien sûr Guillaume, il faut le faire ensemble, mais ouvrons-nous davantage. Ma préoccupation, une des choses que j'ai dans ma tête, et j'ai demandé aux équipes de BGE, 1300 collaborateurs, de s'y intéresser davantage encore. 35% des gens qui habitent en QPV ne travaillent pas. 35%. Et ce combat, on va l'expérimenter dans le nord de la France, avec le préfet de région, avec le monde HLM, avec tous les acteurs, la région également. Nous voulons que nos réseaux, France Active, nous et les autres, on s'ouvre à cela et qu'avec eux, on réussisse le challenge fantastique de faire baisser drastiquement ce nombre insupportable. Et c'est un des enjeux de BGE. Alors, 55 000 porteurs de projets qui sont accompagnés chaque année, 15 000 qui vont créer leur boîte et surtout qui, 3 ans après, continuent à 85% leur projet. Ça, c'est fondamental. Et derrière, ceux qui ne le feront pas, on les accompagne et on a la chance. On est content de voir que ça continue et qu'ils deviennent salariés, heureux de l'être. Alors, le petit bus qui est derrière, il y a 15 ans, on avait lancé les bus. Aller vers, bien sûr, aller vers. J'avais envie de dire à Jean Basser, avec qui on travaille beaucoup, vous devrez arrêter de rénover les agences Pôle emploi pour qu'on aille davantage encore vers les gens. On les avait mis en place, ces bus, il y a 15 ans, et puis au fur et à mesure du temps, des collectivités avaient dit « bon, tout compte fait, merci BPI ». Grâce à vous, on continue à aller vers, et Dieu sait s'ils sont très nombreux à monter dans le bus qui est au pied de la tour. Voilà un peu notre enjeu aujourd'hui. Aller vers, travailler ensemble, s'ouvrir à d'autres. Je disais tout à l'heure en aparté, je rêverais d'avoir ici l'année prochaine, monsieur le patron de BPI, le patron de l'Union HLM. En disant, monsieur, qu'est-ce que vous faites avec nous pour que dans les QPV, on ait davantage de gens qui entreprennent parce qu'ils ont ces talents-là. En tout cas, on lance l'expérimentation avec la bienveillance de Thibaut Guilluy, bien évidemment, et j'espère qu'on gagnera. Alors le bus, c'est un des sujets, puisqu'on a quelqu'un qui va venir en parler. En tout cas, merci de nous accueillir ici. Nous ne sommes rien sans les réseaux à côté et sans tous les acteurs, et sans vous qui êtes certainement collaborateurs, salariés d'un de ces réseaux. Merci. Alors tu l'as dit, et vous avez raison de l'applaudir, et encore il ne vous a pas dit la moitié de ce qu'il pourrait vous dire. J'ose pas te repasser la parole parce que je sais que quand on te la place, on ne sait pas quand ça s'arrête, mais cela dit quand même, je ne résiste pas. Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous faites avec, ce que tu fais avec un stade pour l'emploi ? En fait, les méthodes de recrutement de maintenant, on ne trouve personne, vous l'entendez tous les matins. Je m'inscris en faux. Je connais bien des boîtes qui ont du mal à recruter. Je préside une association, j'ai 10 salariés, j'en ai 20 qui font la queue pour entrer. Alors on a inventé un concept nouveau en disant rapprochons les employeurs et les employés. On a créé du stade vers l'emploi. Des employeurs en proximité qui disent je cherche des gens pour bosser chez moi ou j'ai envie d'avoir des créateurs d'entreprise avec moi. Très bien. Vous êtes prêts à enlever la cravate et mettre un survêtement ? Ouais, pourquoi pas ? Parce qu'après tout, ça fait longtemps que je cherche. On source 100 demandeurs d'emploi. On les met ensemble. Ils font du sport ensemble pendant 2 heures. Alors rassurez-vous, il ne faut pas être champion olympique. Hein, des gros, des petits. Deuxième élément, ils déjeunent ensemble, anonymement. Et ensuite, ils font le job dating. Je le disais à la ministre du Travail la semaine dernière, 70% ont un boulot au bout d'un an, au maximum. 70%. On va en faire des centaines dans toute la France. Et continuons à inventer d'autres choses. On va essayer de le faire au niveau de la culture. On va essayer de le faire au niveau de la cuisine. On va continuer à faire des choses. Je crois qu'il faut inventer des choses nouvelles. Arrêtez de gémir. Et je dis aussi à certains employeurs, changez vos méthodes, adaptez vos horaires de travail, faites en sorte de donner une toute petite augmentation parce que ce n'est pas très sexy le boulot que vous proposez. Voilà, c'est un des combats qu'on mène. Vous me direz, dis donc, c'est vachement éloigné de BGE. Non, c'est le combat de la France pour l'emploi. Et ce combat, il est dans tous les pays occidentaux. Et bien, j'ai comme l'impression qu'on a pris le bon bout. Super. Ces innovations, on les met en œuvre au quotidien. Et du coup, je te propose d'appeler Michael et Neuf Bacor parce que c'est eux, en fait, qui font. Eux, à la fois en tant que collaborateurs de BGE et puis en tant qu'entrepreneuse. Et du coup, on est ravis de vous accueillir. Michael, en fait, Michael, c'est le programme Entrepreneuriat pour tous à lui tout seul. Il a à peu près tout fait.
du sol au plafond. Du coup, je te laisse la parole pour nous présenter un peu le parcours et d'un CitéLab et d'un conducteur animateur de bus. Et puis demain, on ne sait pas où tu vas t'arrêter. Je ne sais pas où ce qu'on va mettre, parce que bon, j'ai commencé, je m'appelle Mickaël, donc j'étais CitéLab pendant 5 ans. On parlait de proximité, c'était vraiment donner l'information aux plus proches en fait, des habitants dans les quartiers. Alors dans les quartiers, justement, donc on est là pour expliquer qu'il y a d'une manière un peu plus, j'ai envie de dire, on met l'humain en fait, on a un discours un peu différent de celui qui est institutionnel. On peut discuter librement de comment tu veux créer ta boîte, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes motivations. Le but, c'est vraiment de pouvoir donner les mêmes chances avec justement tous les réseaux qui existent et qui proposent des aides. Alors voilà, c'est vrai que moi, l'entrepreneuriat, je le vois comme un nouveau monde. Un nouveau monde, qu'est-ce qu'on y voit? On y met un pied et en fait, on vous dit, mais attendez, on arrive, qu'est-ce que c'est tous ces personnes, tous ces réseaux qui sont là présents pour nous? Et en fait, nous, on est là vraiment pour introduire qui fait quoi dans tout ce système, et en fait encore il peut aider, parce que voilà, il y a des gens, je vais investir dans un projet à 100 000 € pour faire un champ de panneaux solaires, mais ma banque veut pas. Mais par contre, est-ce que vous connaissez Initiative? Est-ce que vous connaissez les prêts d'honneur? Mais c'est quoi les prêts d'honneur? Mais attends. Et en fait, à chaque fois, c'est le mais attends qui nous motive, parce que le mais attends, ça veut dire mais attends, mais il existe des trucs super qu'on connaît pas, quoi. Et bien ce problème-là, c'est qu'il y a une frontière invisible qui existe. Une frontière invisible auquel justement le bus vient s'ajouter. Le bus, il arrive, donc voilà, je me suis passé maintenant chauffeur de bus routier, où j'interviens sur les quartiers de Brest jusqu'à Vannes, en fait, j'ai même pas envie de parler de quartier, j'ai envie de dire, pour moi, c'est des sortes d'auberges espagnoles, en fait. Pourquoi auberges espagnoles? Parce qu'en fait, on s'éclate à découvrir toutes des richesses, des cultures, et voilà, on voyage à domicile, en fait, à travers la couture, les modes. Aller faire un tour, c'est génial. Et en fait, quand on se rapproche des gens pour poser des questions, qu'est-ce que c'est que ce bus jaune? Alors, comme je vous expliquais, oui, non, c'est pas la Poste, non, c'est pas le Tour de France, c'est pour les personnes qui veulent créer leur boîte. Ah ouais? Non, mais attends, parce que moi j'ai envie d'écrire ma boîte, mais attends, comment on fait? Attends, tu m'intéresses là. Et puis d'un seul coup, un lien se crée. Et le but étant, c'est vraiment pouvoir faire un travail collaboratif. Parce que le but, c'est que c'est le bus, là, moi je vois ça comme une sorte de voiture de Formule 1 en fait, où il y a toute une équipe technique derrière, avec un site internet, avec une réflexion, une démarche, une pédagogie pour trouver les solutions justement de toutes les personnes. Pourquoi en fait elles ne travaillent pas? Pourquoi? C'est quoi les freins? Et nous on est là un peu sur le terrain pour remonter les infos, faire sentir, ouais, mais peut-être qu'ils sont là, peut-être qu'en fait ils parlent plusieurs langues, qu'ils ont des diplômes, mais les diplômes ne sont pas validés dans le pays, que les langues, je ne sais pas, parce que voilà, pour interprète il faut encore des diplômes. Alors finalement, des fois, hop, on bifurque un peu vers l'entrepreneuriat qui peut être une solution. Merci beaucoup, Mickaël. Si Mickaël avait été à Lyon, et si Mickaël était revenu 5 ou 6 ans en arrière, il aurait rencontré Nav Bakor. Et Nav Bakor, j'aurais pu vous la citer comme une de mes fiertés. En fait, je me suis rendu compte en préparant cette matinée que j'avais que des fiertés féminines dans l'entrepreneuriat. Je vous assure, je ne vous suis même pas forcée. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il y avait un enfer pour les femmes qui ne soutenaient pas les femmes. Donc j'ai pris conseil sur Guillaume Pépi et sur Madeleine Albright. Non, mais je ne me suis même pas forcée parce que Nav Bakor, c'est une des premières femmes que j'ai rencontrées. Elle a gagné, elle était lauréate du prix Talent des Cités en 2018. Et c'est le jury que j'ai eu le plaisir de présider. Et il se trouve que son projet a tellement ébloui tout le monde qu'on a été obligé de créer une catégorie spécifique pour pouvoir la primer. Nav Bakor, je te laisse te présenter parce que tu le feras beaucoup mieux que moi. Merci de l'invitation. Effectivement, la mode, la culture me parlent beaucoup. Je pense que c'est ça qui m'a ramenée depuis la route de la soie jusqu'à Lyon, en fait. Donc, je suis née en Ouzbékistan. Donc, si je dis la route de la soie, beaucoup connaissent, mais l'Ouzbékistan, peu, mais c'est pas grave. Donc, je suis née plus près de la mer d'Aral en Ouzbékistan. Ça veut dire que c'est une des catastrophes écologiques qu'on vit actuellement parce que la mer est asséchée. Mais donc, papa était pêcheur, maman était couturière du village. Donc, toute mon enfance, c'était
précarité. Donc 3 grands sujets que je me rappelle toujours, c'est d'abord le partage, et ensuite c'est des traditions différentes, bizarres, un peu zoroastre, un peu communiste, un peu musulman, un peu autre, de tout. Et surtout la pauvreté, qui est devenue aujourd'hui vraiment ma force. Donc pour sortir de la pauvreté, étant fille dans ces villages-là, c'était très compliqué parce que tout le monde avait le droit de dire son mot sur mon destin. Et bah pour moi, c'était déjà net d'avance parce que ma mère, elle me soutenait, elle me disait toujours « Si tu veux faire tes études, quitte à vendre mes bras, je te soutiendrai ». Donc ça, je me rappelle toujours. Avec beaucoup de combats, elle m'a amenée dans la capitale. Donc j'ai rêvé d'être ambassadrice, en France en plus. Donc j'avais la passion de la couture et des langues étrangères. Donc dans ces régions-là, on apprenait le français. Donc j'ai appris à l'université le français, l'allemand, le russe, le turc, etc., etc. Donc ce qui m'aide aujourd'hui à mener mon projet. Une fois la fac terminée, donc diplôme en poche, mais je n'ai pas trouvé ma place que j'aurais aimé. Et ma mère aussi, elle était tellement fière et plus elle me faisait confiance qu'en elle. Et si je partais en France, peut-être que là-bas on me respecterait pour ce que je suis, non pas pour ce que j'ai, parce que je n'ai aucun réseau. Fille d'un pêcheur, vous imaginez bien qu'en fait, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et ben moi, voilà, j'ai atterri à Lyon en tant que fille au pair dans les Monts d'Or. Donc, une fille de village dans les Monts d'Or, changement de culture, et tout est radical. Donc, je me suis un peu perdue, mais les 200 € dans ma poche que j'avais, donc j'ai pu acheter une petite machine à coudre. J'ai commencé à coudre des robes de baptême pour les petites filles. Et la vie n'est pas toujours grise, donc un jour au parc de la Tête d'Or, j'ai rencontré mon mari Nicolas et on s'est mariés. Et j'ai déménagé dans le 8e arrondissement de Lyon, qui est à l'opposé de décor des Monts d'Or de Lyon. Et puis je voyais des communautés différentes, des femmes avec, pour la plupart, je pouvais parler parce que je maîtrise quelques langues et quelques cultures. Et puis un jour, on s'est fait agresser dans ce quartier en disant, en fait, tout simplement, un jeu racial, de menace de mort. Eh bien, je me suis dit, mon gars, je ne vais pas te répondre par l'agression, mais peut-être qu'on sera nombreuses contre toi. Donc, j'étais en congé parental. Entre-temps, j'avais créé mon auto-entreprise. Je confectionnais des vêtements des créateurs. Et puis, je me suis arrêtée pour congé parental et je me suis engagée au milieu associatif pour justement combattre des agressions dans les QPV. Parce que dans mon quartier actuel, on parle 42 langues, qui dit que 42 cultures différentes. Mais quelle richesse, malgré la difficulté sociale, j'ai pris ça pour une richesse. Au bout de certains temps, je découvrais des talents, je découvrais aussi des femmes qui ont besoin d'être valorisées, de sortir de chez soi, de vouloir être indépendante financièrement, et on m'a chuchoté aux oreilles. Et si tu faisais quelque chose avec la couture? Donc, pourquoi pas? Donc là, j'ai frappé à la porte de Cité Lab. Donc j'ai terminé dans les bancs de EM Lyon par entrepreneur dans la ville, en fait, pour une formation entrepreneuriale de 6 mois. Une fois maintenant, certificat dans la poche. Donc l'idée éco-couture est arrivée. Donc toutes ces femmes-là ont des savoir-faire, ça mérite d'être réglé un peu. Et là, donc je serai là. Mais pour ça, pour la plupart, ne parlent pas français. Donc j'ai besoin de bénévoles. Et bénévoles qui s'occupent individuellement de chaque femme, parce que ma cible est souvent, ce sont des jeunes mamans comme moi, qui cherchent du travail, qui cherchent à sortir, qui cherchent surtout à créer du lien social. Donc ces bénévoles-là arrivent chez Éco-Couture, individuellement s'occupent en fait de ces femmes-là. Donc ça permet de créer du lien, ça accélère l'insertion sociale. Ensuite, je m'occupe de professionnalisation. Donc là, puisqu'à Lyon, nous sommes aussi dans une des capitales de la soie. Donc la route de la soie me parle, le coton me parle, puisque j'ai grandi dedans. Donc on s'est plongé côté en fait, des industriels. Qu'est-ce qui se passe là? Donc on parle de pollution, on parle du textile qui pollue. Et bingo, donc il y a des centaines de tonnes de déchets textiles. Pour moi, c'était création d'emplois directs, puisque ce sont des déchets qu'on pouvait acheter à coût bas, parce que dans le bassin lyonnais, on travaille majoritairement pour le luxe, mais il y a de quoi faire encore pour le reste. Donc voilà, l'idée de la marque Baor est arrivée, parce qu'une marque devrait porter des histoires. Et voilà, aujourd'hui, la marque Baor porte des histoires, d'abord des valeurs humaines et ensuite environnementales, en revalorisant tous ces déchets textiles dans le bassin lyonnais. Donc aujourd'hui, je suis devenue une fois entrepreneuse, mais aussi entrepreneuse à part entière. Donc voilà mon histoire. Et ça paraît tellement, mais tellement facile. Vous comprenez pourquoi on a créé un prix spécifique. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup à tous les deux.
On a remis l'entrepreneur au centre du village. Je vous propose de continuer sur la même dynamique et d'accueillir une autre entrepreneuse. Une entrepreneuse que moi j'ai découvert il y a à peine un mois à la convention de BPI France et qui va vous, je pense, charmer elle aussi par son histoire incroyable. Je vous prie d'accueillir Valérie Marie qui nous rejoint. Bonjour, bonjour à tous. On a un piano, quelle chance. John Lennon a dit « Imagine. Imagine un monde de paix. Imagine un monde sans possession. Imagine un monde de douceur et d'amour. » Eh bien oui, en ce moment on en a besoin. Oui, et je crois, John Lennon, que tu n'es pas le seul. On est nombreux à le vouloir, ce monde-là. Imaginons. Imaginez, en tout cas moi, j'imagine. Être entrepreneur de sa vie. La métamorphose. J'ai 6 ans. Je tombe dans la marmite de la musique en entendant une enfant jouer la lettre à Élise. À la maison, on ne m'ouvre pas les voies royales des pianos à queue, des grands conservatoires et des grands professeurs, non. À la maison, c'est la misère. Alors, mon piano est une table de cuisine et j'y dessine à la craie les notes. Ça va d'ailleurs développer mon oreille musicale. J'ai 12 ans, enfin une chambre, enfin un piano. Mon langage devient celui des dièses, bémols, silences. Je suis très timide, réservée. Il ne vous aura pas échappé que je suis devant vous sur scène aujourd'hui. J'ai 18 ans,
Je veux être compositeur de musique de film. Eh bien oui, la musique de l'ombre, du cinéma. Mais mes parents ne sont pas producteurs de musique ni de cinéma. Ils sont producteurs d'un fruit, le melon, dans le sud-ouest, dans le Gers. C'est pas un vrai métier, ça, ma chérie, non, non. Fais du commerce, ça, c'est la voie royale, ça mène à tout. C'est non négociable, bac+5 en poche. J'intègre la maison Adéco, j'y apprends beaucoup. Je suis commerciale, recruteuse, chef d'agence. Et je suis débauchée, je deviens responsable marketing communication d'un gros établissement toulousain, le marché d'intérêt national. Ok, la vie file, mariage, bébé 1, bébé 2, la vie file. Et le piano, je ne le toucherai plus durant 20 ans, parce que je fais partie des gens passionnés. Et je suis certaine qu'il y en a beaucoup aujourd'hui devant moi, des gens passionnés. Et les gens passionnés, vous le savez bien, ils ne font pas dans l'à peu près. Quand ils le font à fond, on, off. Donc, la musique n'a plus fait partie de ma vie. La vie file, mariage, bébé 1, bébé 2, amitié, rencontre, la vie file, et accident de voiture, boum, elle avance, je recule, on râle. Il faut faire un constat. Ok, le soir, je vais chez cette fille, et je vais faire un constat. Et je vois, dans cette petite maison, un piano, un violon, des tableaux, des photos, de l'art partout. Mais vous faites quoi dans la vie? Elle me répond une phrase qui va changer la mienne. Moi, je vis de ma passion, je suis photographe. Et vous? Ben moi, je bosse dans le marketing. Je dois dire que, sur l'instant, c'est insipide par rapport à elle qui vit de sa passion. Cette phrase, moi, je vis de ma passion, elle va passer 3 jours et 3 nuits dans ma tête. 3 jours et 3 nuits, ça va m'obséder, mais je vais décider qu'elle change ma vie, et je vais décider à ce moment précis de reprendre mon destin en main. Je suis responsable marketing, je me lance avec 0 connexion dans le milieu périlleux qu'est celui de la musique. Responsable marketing, études de marché, je tape sur Google « Comment devenir pianiste ?» Elle est sommaire, mon étude, certes, mais je découvre l'importance des réseaux sociaux. Sur les blogs, je suis mon propre produit, il faut qu'on me le voie, il faut qu'on m'entende. Je décide de mettre une vidéo sur YouTube. Stromae, c'est la mode à l'époque. Et je ne suis pas passive en attendant qu'il y ait un miracle. Je la prends et je vais toquer aux portes sur Twitter des people. Pierre Lescure, Clotilde Courreau, Alexandre Jardin, Morane. Ces gens-là me retweetent, je ne reste pas les bras croisés, on se rencontre. J'en fais une deuxième, j'en fais une troisième, je suis repérée par un auteur de théâtre italien qui me demande de lui composer de la musique pour sa pièce de théâtre. Il veut 3, 4, 5 morceaux. Ok, rencontrons-nous à Paris, certes. Je lui en proposerai 12 pour qu'il ait du choix. Il me dit, je veux tout. Valérie, je prends tout. Je vous veux en Italie sur scène. L'Italie, le pays de la Renaissance. Nous faisons donc un album et me voici dans une pièce de théâtre. Dans la salle, il y a la télé italienne qui me dit, Madame, est-ce que vous composez la musique à l'image? Vous vous souvenez? 17 ans, compositeur de musique de film. En réalité, je n'ai jamais composé pour personne d'autre que pour moi-même. Je dis oui, parce que c'est un train qui passe, un wagon nommé Opportunité, et je veux monter dans ce train. Il me faut un book. C'est un projet non rémunéré. Ah, je râle. Mais le projet prend de l'ampleur. Il est diffusé un samedi soir en prime time sur une chaîne câblée, la chaîne Storia. Il est aussi diffusé au Festival de Cannes. J'en gravis les marches. Je pousse les portes des plus grands, je les rencontre. Certains ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je leur écris 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je dîne avec Eric Serra. Je rencontre Vladimir Cosma. Je rencontre Nicole Garcia, Marc Esposito, Marc Lobozo et bien d'autres. Ça pourrait durer des heures. La Commission européenne me mandate et me dit « Madame, on a un projet for a better world, pour un monde meilleur, à travers l'Europe. » Ben oui. C'est sympa. Je sillonne Sicile, Italie, Autriche, Portugal, etc. 9 fois 1 000 euros, ça fait 9 000 euros. Un petit court-métrage, un petit projet, je ne suis pas au SMIC. Ça fait 5 ans que j'avance dans le milieu. Moi, l'ancienne responsable marketing, je ne suis pas au SMIC. Je suis à 2 doigts de me décourager. Nous sommes en janvier 2018, à 2 doigts d'arrêter. Il me faut un dernier projet. Hein. Si dans 6 mois, ça n'a pas bougé, j'arrête. Retour à l'ancienne vie, je ferai agent immobilier. Bon, je retrousse mes manches, je décroche un rendez-vous chez Warner. Bah, Warner, ça claque quand même hein, dans le milieu. Oui, d'habitude, je prends le train est complet. Warner annule.
pour cause de décès dans leur famille. Je vais dans un aéroport, prendre un vol, il fait froid, il pleut, j'ai le choix, rester chez moi. Bon, mais tant pis, je vais quand même à Paris. Je vais continuer de pousser mes portes. Les rencontres, ouais, le vol est retardé parce qu'il fait très froid et qu'il pleut. Je joue du piano dans cet aéroport avec ce piano qui est devant moi. 1, 2, 3, 4, 5 morceaux, je suis applaudie, un inconnu se lève. Me dit, madame, vous avez une façon de jouer singulière. Est-ce qu'on peut faire un duo, piano-voix, un alléluia? Je n'ai jamais fait de duo, mais j'accepte. La séquence est filmée, vous l'avez peut-être vue pour certains. C'est un moment de grâce. Je décide de la partager sur les réseaux sociaux. La viralité se met en place. 2000, 3000, 5000 vues. Je ne vais pas dormir de la nuit parce que je vois arriver ce qu'on appelle un buzz. 10 000 vues, 20 000 vues, effectivement, à midi, 50 000 vues, 100 000 vues. À partir de là, tous les médias me contactent et me disent « Mais qui êtes-vous? On a identifié un chanteur, vous êtes qui ?» Alors moi, je suis une ancienne responsable marketing. Ils font des blogs, ils font des articles, c'est diffusé. Le lendemain, 500 000 vues. 2 jours et demi après, 1 million. On m'écrit « Vous avez fait la même viralité que Despacito. » Vous réalisez ce qui vous arrive? Non, pas vraiment. Puis 2 millions, puis 3 millions, puis 11 millions. Ça fait du monde, hein? Ouais. 11 millions. Les médias lourds relaient. Les médias lourds, c'est le journal télé. France 2, France 3, la une de la Suisse, du Canada, de la Belgique. Je me retrouve à l'émission C'est à vous, à côté de Franck Dubosc, Elsa Giberstein, Alexandra Lamy, en train de raconter mon histoire et de vivre le live et de jouer le live à la fin de l'émission. C'est étonnant, c'est un tsunami. Je reçois mon premier contrat d'artiste. 3 semaines plus tard, un multimilliardaire qui a une salle en forme de piano me dit « Madame, venez nous jouer de la musique, je veux un concert. » Mais moi, je n'ai pas de concert en main, moi, les petits bouts, j'ai des projets. Je réfléchis, on m'a connue dans un aéroport. Bon, embarquement, je vais embarquer avec moi à la salle. Mais oui, destination les étoiles, je crée un concert. Ce jour-là, pour mon premier live, dans la salle, j'ai devant moi 1000 personnes. 1000 personnes qui m'ovationnent 4 fois. Ce jour-là, dans cette salle, je comprends que la vie nous offre parfois une autre partition, que ce ne sera pas l'ombre, mais la lumière. Je viens de vivre des millions de vues et j'ai une salle devant moi debout. Ok. Bon, 2 mois plus tard, le monde de l'entreprise toque à ma porte. Madame, vous allez venir raconter votre histoire à notre université d'été. Mon histoire, quelle histoire? C'est juste ma vie. Ouais, mais c'est le monde américain, quoi. C'est le tout est possible, c'est merveilleux, ça fait rêver. Ah bon? Et puis c'est le club de la com. Je décide de poster sur LinkedIn 2 photos de moi avec un micro, les demandes affluent. DCF d'Angoulême, CCI, MEDEF, club d'entreprise en Belgique, en Suisse. Me voici devenue conférencière. Conférencière musicale en entreprise. C'est étonnant, la vie. Le Covid frappe à la porte. Je me dis, mais maintenant, que vais-je faire? Et maintenant que tu es parti, mon ancien monde? Où sont les gens? Ils ne sont plus dans les salles. Avignon ouvre ses portes. Un festival? Tiens, et si j'y allais? Ah, j'ai peut-être ma place. Avignon 2022, j'y serai, avec mon spectacle que je prépare. Et oui, le rebondissement permanent. Vous savez, on me dit, mais Valérie, vous vivez un conte de fées, hein? Ben oui, hein, je vous l'annonce, les contes de fées existent. En réalité, nous sommes tous héros, héroïnes de nos vies. On a tous des embûches chaque jour sur nos chemins. On a le choix. C'est trop dur, j'arrête là ou je me bats pour écrire l'histoire, dépasser l'épreuve. Et après chapitre après chapitre, monter le chemin de nos montagnes. Je ne suis pas là aujourd'hui devant vous pour vous dire plaquez tout. Hein. Faites comme moi et devenez artiste, pianiste, peintre, écrivain. Je suis là aujourd'hui devant vous pour vous dire métamorphosez-vous, réinventez-vous, mettez de la passion dans votre job. Mettez de l'intensité dans votre quotidien, mettez de l'ambition dans vos projets. C'est le seul moyen pour tutoyer les étoiles et caresser le pied des anges. Moi, ce que j'en sais, c'est que ça vaut le coup. Nous avons un piano devant nous, vous avez une pianiste, on ne va pas s'en priver. Monsieur Covid a frappé à la porte, certes. On s'est tous dit, et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant que tu es parti, comme dirait un certain Gilbert Bécaud, certes. Mais après l'hiver, on a l'été, le printemps, l'automne, le cycle de la vie, ces saisons qui en musique pourraient renvoyer à une roue, qui en musique pourrait renvoyer à un certain boléro. C'est parti.
la vie continue. Et pour nous quitter, je vous propose forcément un morceau qui m'est cher. 4 syllabes, le refrain n'est pas difficile. Alléluia. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me rejoindre par vos esprits, par vos murmures, ou par vos voix. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Nous sommes très heureux d'avoir organisé cet événement. J'ai envie peut-être de commencer par féliciter 2 personnes. La première, c'est Guillaume Pépi qui a inventé le piano dans les gares, hein, et qui vient de nous quitter, mais enfin il recevra le compliment. Et la deuxième, c'est Marie pour l'organisation de cet événement avec toute la direction de la communication de BPI France. On a essayé de faire quelque chose de beau. Moi, je trouve ça très beau. Je vous propose de les applaudir. Je voudrais vraiment dire à quel point on est heureux de travailler avec les 28 grands réseaux que nous accompagnons, que nous soutenons, avec lesquels je pense maintenant nous avons construit une relation de... J'espère que vous me le confirmerez. D'ailleurs, est-ce que vous me le confirmerez qu'on a une bonne relation? Ouais, c'est faible là, hein, quand même. Non, ça roule, honnêtement. Je trouve que ça...
Non mais on est là pour se parler. Et donc, on a commencé il y a quelques années déjà. Hein. Les années passent, ça fait 3 ans seulement. Et je pense qu'on a fait un chemin quand même tout à fait considérable, aussi bien dans les produits, avec les prêts d'honneur qui sont sortis, même s'il y a eu des petites difficultés pendant quelques semaines au début, c'est bien normal, on invente le digital tous collectivement. Et puis, on a développé de nouvelles initiatives, on a financé de nouveaux réseaux, on a inventé les accélérateurs, qu'on a déployés partout en France avec des partenaires que je trouve tout à fait remarquables et que je félicite. Bref, on sent qu'on est maintenant bien assis, assez sûr de nous sur la boîte à outils, sur ce qui peut être la sauce secrète qui va nous faire réussir dans les années qui viennent. Les réseaux, vous êtes 5000 permanents, c'est considérable, 5000 permanents, BPI France, 3300 salariés, hein, donc vous êtes plus gros que BPI France, les réseaux. Et vous avez évidemment à vos côtés quantité de bénévoles, hein, des dizaines de milliers de bénévoles pour accompagner à peu près 150 000 porteurs de projets par an. Hein. 150 000 porteurs de projets par an pour 1 million de créations d'entreprises par an, ça fait 15% de part de marché. 15% de part de marché. Alors moi, j'aime tout ce qui est gros. Hein. Pour moi, 15% c'est petit. Voilà, ça je vous le dis tout de suite, 15%. Dans une société comme la société française, Frédéric L'Avenir l'a dit tout à l'heure de manière tout à fait juste, qui est en train de se transformer profondément en remettant son centre de gravité beaucoup plus proche de l'entrepreneuriat que ça n'était le cas jusqu'ici, il va falloir aller plus haut que 15%. Je reprends un petit historique de ces évolutions souterraines de la société française. À la fin des années 60, le travail indépendant représentait à peu près 20% du total du travail. On est descendu à 8% à la fin des années 90, début des années 2000. Ce qu'il a dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que la société salariale a très largement emporté. Il était devenu tout simplement beaucoup plus compliqué d'être travailleur indépendant, et puis ça n'était plus culturellement, anthropologiquement même, j'ai envie de dire, aussi proche qu'auparavant du centre des cœurs de nos concitoyens. Les choses ont complètement changé. Elles ont changé en fait avec la crise des subprimes de 2008, 2009, 2010 et puis avec le mouvement entrepreneurial qui a été très largement impulsé dans le monde de la technologie avec des influences étrangères mais qui a été traduit avec les valeurs françaises, avec les comportements français et avec notre génie national particulier et qui donne aujourd'hui ce qu'on connaît, hein, qui est une émulsion entrepreneuriale autour de la technologie qui est juste extraordinaire et qui n'appartient pas qu'aux jeunes favorisés en jean basket sortant des beaux quartiers. Il y a de la tech partout, il y a de la tech dans les QPV, il y a de la tech dans les territoires fragiles, il y a de la tech absolument partout. Et ce mouvement-là est contagieux. Tout le monde se dit, après tout, ces gens-là n'étaient pas faits pour être entrepreneurs. Ils ne correspondaient pas à la définition hardcore classique de l'entrepreneur sans diplôme, que rien n'arrête. C'était pas tapis. Du tout, hein. C'était des gens qui étaient plutôt diplômés et qui ont décidé qu'ils ne seraient pas salariés, ou qu'ils le seraient temporairement, avant d'être entrepreneurs, ou qu'ils auraient une vie complète d'entrepreneurs et de salariés. C'est mon cas, par exemple. Ça, c'est tout à fait nouveau. Les études que nous faisons sont de plus en plus impressionnantes. Je crois que Marie vous en a parlé dans son introduction. On a un baromètre de l'entrepreneuriat qui vient de sortir, qu'on va publier. On va faire une grosse com à cette occasion-là, parce que ce qu'il révèle de la société française dans ce moment particulier qu'on vit de campagne présidentielle, hein, en 2021-2022, est flagrant. Hein. Vous avez 30% des Français qui ont une relation, qui disent avoir une relation avec l'entrepreneuriat. Avoir rêvé d'être entrepreneur, l'avoir été ne l'être plus, l'être encore, penser le devenir, et bref, caresser cette idée. Je me suis amusé à mon propre comité exécutif, Marie le confirmera, à faire un petit tour de table l'autre jour à cette occasion-là et à demander dans mon COMEX, qui sont ceux qui ont pensé d'ailleurs être entrepreneurs un jour. Hein, et le COMEX de BPI France, bon, bah, c'est la moitié. C'est la moitié. Un jour peut-être, en effet, ça m'est arrivé, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux d'être au COMEX de BPI France salariés, ils sont très très contents. Mais c'est juste que ce n'est pas étranger. Ça fait partie d'une vie normale. Hein, voilà. Bon, ils ne vont pas tout plaquer, je vous rassure. on est bien de nos baskets. Bref, il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs en France. Il y a une autre bonne raison pour laquelle il y en aura de plus en plus, et ça c'est la crise du Covid qui nous l'a montré, c'est que vous avez de plus en plus de gens qui n'ont plus envie d'obéir. C'est-à-dire qu'ils veulent bien travailler 80 heures par semaine si c'est pour eux. Hein, ils veulent bien même travailler 45 heures ou 50 heures par semaine si c'est pour eux.
Mais ils ne veulent plus, et c'est ce qu'on voit dans la restauration par exemple, hein. Il y a quantité de métiers dans lesquels des contrats de suggestion, on va dire, hein, voire parfois même de soumission, ne sont plus acceptables, sauf à ce que ça soit pour soi-même. Et donc, puisque je subis, autant vivre ce que je vis, mais pour moi. Donc il y en aura de plus en plus. Il y en aura de plus en plus, et ma perception, c'est qu'il va y avoir une demande de maillage territorial autour des réseaux que vous constituez, toujours plus importante dans les années qui viennent. Et ça tombe bien, on a devant nous, allez, minimum 3 ans, sauf événements géopolitiques bien sûr, mais peut-être même plus, quand on écoute certains économistes, de croissance significative de l'économie française. Il se passe vraiment quelque chose de profond. C'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour le reste des économies européennes. On est sur un sous-jacent économique qui est quand même rassurant, hein, avec des méga-tendances qui poussent la transformation de quantité de secteurs et qui font que le vent qui va nous pousser ne va pas être vraiment contraire, quoi. Ça va être un vent plutôt favorable. Et donc, qui donne confiance et qui apaise les peurs d'une certaine manière. Par ailleurs, la boîte à outils, encore une fois, j'en parlais à l'instant, elle est quand même très éprouvée. Il y a beaucoup de choses dans la boîte à outils maintenant. Le digital va révolutionner la manière dont on démarre son entreprise. Ça a déjà commencé, évidemment, hein. Mais quand vous voyez le succès du prêt rebond qu'on a lancé l'année dernière, le succès de nos prêts TPE, les prêts d'honneur, et il y en aura de plus en plus. Des prêts qui seront 100% digitaux et qui permettront à quelqu'un de se dire, après tout, mais ça a l'air pas si compliqué finalement de démarrer, hein. Donc je pense qu'il va y avoir une volumétrie extrêmement importante dans toutes les composantes de la société française, hommes, femmes, évidemment. La bonne nouvelle, c'est que ce que vous montrez, vous, dans vos statistiques, c'est que dans ceux que vous accompagnez, il y a pratiquement 50-50 hommes-femmes, hein. Donc ça, c'est fondamental. Il faut évidemment continuer. Quartier, pas quartier, territoire fragile, pas territoire fragile. Enfin, toutes ces frontières vont devenir plastiques, j'ai envie de dire, hein. Pas forcément ultra poreuses, mais plastiques au sens où les quartiers, chacun sait qu'on n'y reste pas toute sa vie non plus. On bouge, on y va, on en sort, on va ailleurs, etc. Nos nouveautés dont on est fiers. L'autre jour, j'étais dans la banlieue de Caen pour lancer le premier de nos 40 bus, puisque nous allons aller vers 40 bus. Dans un premier temps, nous en achetons 10, construits par les Cités Labs. J'en profite pour saluer les Cités Labs. Les Cités Labs, je leur dis toujours quand je les vois, c'est vraiment les ambassadeurs fondamentaux de toute la démarche que je décris là dans les quartiers. Fondamentaux. C'est vraiment la brique essentielle de base, hein. Donc, ceux des Cités Labs qui sont présents dans la salle, sachez que on vous connaît, on considère que vous avez une très très forte responsabilité pour que tout l'édifice que nous sommes en train de bâtir dans les quartiers de la politique de la ville fonctionne. Donc cette démarche inspirée en effet de BGE, elle a été rêvée il y a 3 ans, tout de suite, hein, et maintenant elle s'accomplit. Voilà. L'autre démarche qui a été également rêvée il y a 3 ans, celle des accélérateurs, elle s'accomplit aussi. Elle s'accomplit et elle va se déployer de plus en plus parce qu'il faudra de plus en plus de ce type de programme. Le plan de relance a ajouté une couche nouvelle, Frédéric en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, hein, en injectant des capitaux supplémentaires dans notre écosystème avec, comme vous le savez, les 40 millions de soutien à la reprise du travail par la création d'entreprises et le travail indépendant, et puis également un appel à manifestation d'intérêt pour 10 millions d'euros pour la création d'entreprises dans les territoires fragiles qui ne sont pas des QPV, hein. C'est vous dire que les entretiens qu'on a avec Elisabeth Borne sont flagrants de ce point de vue-là. Le prochain, ça sera la semaine prochaine. Et Elisabeth qui manipule des centaines de milliards d'euros. Il ne faut jamais oublier que le budget de soutien à l'emploi salarié en France, annuel, il est de 144 milliards d'euros. Voilà. Je vous dis des choses dans le désordre, mais au fond, c'est un désordre qui pointe sur une direction. Il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs dans tous les milieux, quel que soit l'endroit où on se place dans la chaîne de la valeur. On va vers une sorte de flexi-sécurité à la française. La loi qui va passer, qui a été préparée par les services de Bercy et du ministre Griset autour du travail indépendant, est une étape de plus. Il faudra en venir également à un sujet qui a été évoqué tout à l'heure, qui est la protection sociale des jeunes créateurs d'entreprises, bien entendu, hein, etc., etc.
mais ça va dans cette direction-là. Et donc, l'importance cardinale des réseaux qui ont été historiquement construits, constitués, souvent il y a longtemps maintenant, hein, et qui vont, je pense, s'amplifier. J'imagine qu'il va y avoir des créations d'autres initiatives associatives, d'autres réseaux, etc., et plus cardinales que jamais. Voilà. Donc, c'est vous dire à quel point cette action est centrale dans la stratégie et le plan stratégique quantitatif que nous avons fait valider par nos actionnaires chez BPI France. Enfin, en tout cas, vous allez nous trouver à vos côtés plus que jamais, hein, et je suis très content qu'on puisse fêter tous vos succès aujourd'hui et profiter de ces succès pour nous projeter vers un avenir qui est un avenir de croissance. Merci à tous.